dimanche 20h, nous développerons dans ce journal la rencontre du président de la transition en marge du premier sommet de l'AES à Niamey avec la communauté malienne établie dans ce pays au centre des échanges. L'AES et la situation au Mali, Ibrahima Traoré et Idrissa Traoré nous feront le point de la rencontre. Au grand plaisir des gourmands et futurs amateurs, nous allons mettre nos projecteurs sur le takoula, un produit alimentaire à base de mil et de sucre, très prisé surtout au Mali, particulièrement les vendredis. Si le takoula est bon au goûter, sa préparation demande une certaine habileté. Ramata Konaté, depuis notre station régionale de Ségou, nous explique tout ce soir. Dans notre grand format, un autre pan de notre riche patrimoine, cette fois-ci esthétique. Je vous amènerai à Tombouctou pour découvrir les tresses ou coiffures traditionnelles, particulièrement la coiffure Gofa qui est la plus convoitée. Elle occupe une place de choix dans le cœur des grandes dames de la ville car on la tresse généralement dans des occasions spéciales. Nadim Baba Sissé et Maouloud Tandina apprécient bien la coiffure, donc ils reviennent à eux dans cette édition de nous en parler. Bonsoir à tous, soyez la bienvenue dans votre grande édition. Commençons par cette arrivée hier à Bamako en début de soirée du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, en provenance de Niamey. Le chef de l'État, je vous rappelle, a pris part au premier sommet de l'Alliance des États du Sahel. Le colonel Assimi Goïta a été accueilli à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou par le Premier ministre, le président du CNT, les membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités, comme vous le constatez sur ces images, avec bien sûr des applaudissements. L'arrivée donc hier, en début de soirée, du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, en provenance de Niamey. C'était hier soir à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. L'arrivée du président de la transition en provenance de Niamey. Revenons sur quelques temps forts de ce séjour nigérien du président de la transition. En guise de rappel, à l'issue de ce premier sommet, les trois pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, forment désormais une confédération dite de l'AES. Un traité dans ce sens a été signé par les chefs d'État des trois pays hier à Niamey. Et c'est le Mali qui assure la présidence en exercice de l'AES pour 1 an. En marge de ce premier sommet de l'AES, le président de la transition a respecté une tradition bien établie entre nos chefs d'État et nos compatriotes de la diaspora. Il a effectivement rencontré la communauté malienne du Niger. Au centre des échanges, l'AES et la situation au Mali. Ibrahima Traoré et Idrissa Traoré ont suivi la rencontre. Échange direct entre les Maliens établis au Niger et le président de la transition. Deux sujets majeurs sont évoqués. Les avancées réalisées au cours de la transition et les objectifs de la mise en place de l'AES, Alliance des États du Sahel. Sur le premier point, le chef de l'État a particulièrement apprécié et salué la participation active de ses compatriotes du Niger aux assises nationales de la refondation, au référendum constitutionnel et au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Colonel Assimi Goïta de rappeler encore une fois que chaque Malien a un rôle crucial à jouer dans la construction du Mali nouveau auquel tout le monde aspire. Parlant de l'AES, il a longuement expliqué les raisons géopolitiques et stratégiques qui ont motivé la création de cette organisation qui aboutit aujourd'hui à une confédération regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le but, rappelle-t-il, est de renforcer la solidarité et les liens de coopération entre les trois pays, consolider leur souveraineté et diversifier leur partenariat pour répondre efficacement aux attentes des populations dans tous les domaines.
Nous avons décidé de soutenir nos frères du Niger dans leur lutte contre notre adversaire commun, a déclaré le président Goïta, ajoutant qu'ensemble, nous travaillons à défendre nos intérêts et à promouvoir le développement de nos pays. Il affirme également que les pays de l'AES ne sont pas pauvres, disposent de vastes ressources naturelles et d'un grand potentiel économique. Et ce ne sont pas les capacités nécessaires qui manquent pour atteindre nos objectifs, insiste-t-il. Enfin, le président de la transition a exprimé toute sa fierté et sa détermination à poursuivre ce combat, convaincu du soutien des populations de l'AES. Lors de ce premier sommet des pays de l'AES, nous avons pu suivre les déclarations phares des chefs d'État concernant le volet sécuritaire. Le président de la transition dira que les résultats ont été visibles sur le terrain dès le lendemain de la création de l'AES. Colonel Assimi Goïta m'a une fine coopération militaire exemplaire et salue la posture offensive des forces sur les théâtres d'opération. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux. Le 16 septembre 2023, en signant la charte du Liptako-Gourmand, nous avons collectivement pris la décision courageuse de créer l'Alliance des États du Sahel, AES. Dès les premiers jours qui ont suivi cet événement historique, les résultats ont été visibles sur le terrain. En effet, notre alliance a très tôt su traduire en action l'architecture de défense collective et d'assistance mutuelle mise en place pour lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et contre la criminalité en bande organisée dans notre espace commun. Je tiens à insister sur la notion d'espace commun pour saluer la clairvoyance de mes frères, les présidents Tchani et Traoré, qui avaient pris les mesures nécessaires pour autoriser les droits de poursuite sur leurs territoires respectifs afin de traquer efficacement les groupes armés terroristes sans contrainte liée aux frontières nationales. La dimension sécuritaire à l'origine de la création de l'AES est parfaitement prise en charge par nos forces de défense et de sécurité qui opèrent en totale complémentarité face aux attaques terroristes. Nos forces se projettent désormais en posture offensive pour neutraliser ces groupes sans foi ni loi. L'engagement et la détermination de nos hommes et femmes au combat forcent notre fierté, notamment au vu du recul indéniable de l'insécurité dans l'espace AES. La meilleure illustration de cette avancée sécuritaire est le retour de l'État, des administrations et des populations dans des localités longtemps, bien trop longtemps occupées par les groupes armés terroristes appuyés par leurs sponsors extérieurs. Ainsi, aujourd'hui, il est évident que la paix a changé de camp. Pour preuve, nous assistons régulièrement à des actes de reddition d'éléments terroristes qui déposent les armes devant nos armées nationales. La mise en place de la force conjointe des États du Sahel en mars 2024 est le symbole de notre unité d'action et de notre détermination à protéger ensemble nos populations et à préserver notre souveraineté. Sur le volet développement, le chef de l'État appelle à une accélération des investissements dans les domaines stratégiques des transports et des TIC pour impacter les secteurs agricoles et industriels. C'est là dans un contexte de la libre circulation des personnes et des biens qui doit être une réalité dans l'espace AES. Une AES qui se veut celle des peuples, selon le président Goïta. On l'écoute encore. Et je voudrais profiter de cette occasion pour aborder l'un des autres aspects essentiels de notre alliance commune, celui de la libre circulation
des personnes et des biens. Trop souvent, les populations de nos États respectifs ont entendu prôner le principe de cette libre circulation sans qu'il ne soit une réalité vécue. Tant les tracasseries administratives et routières ont dévoyé cette ambition. D'ailleurs, je sais qu'avec mes frères, les présidents Tchani et Traoré, nous ne dirons bientôt plus les populations respectives de nos pays, mais plutôt nos populations AES. Car l'AES que nous sommes en train de mettre en place est d'abord et avant tout l'AES des peuples. Une AES dans laquelle les Burkinabés et les Nigériens seront chez eux au Mali et inversement, sans aucune forme de barrière bureaucratique. Cette liberté de circulation sera sous-tendue par une accélération des investissements dans le domaine des infrastructures routières et ferroviaires et aériennes, et dans celui des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Toute chose qui catalysera l'approfondissement des investissements dans le domaine de la production agricole et dans celui des industries de transformation, profitant ainsi de la complémentarité de nos économies. Je voudrais réitérer notre ferme détermination à faire de l'Alliance des États du Sahel un modèle de coopération régionale, de solidarité, de développement, un modèle aussi d'intégration sous-régionale conformément aux principes de la charte du Liptako Gourma. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous honorons aujourd'hui à Niamey notre rendez-vous avec l'histoire pour faire revivre avec notre confédération l'esprit d'unité voulu par les pères fondateurs du panafricanisme. En assumant notre part de responsabilité et de leadership dans cette œuvre exaltante et indispensable pour la région du Sahel, voire au-delà. Et comme annoncé hier, le RTM vous propose un débat sur les conclusions de ce premier sommet. Les chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, dans notre émission Questions d'actualité, Sidiki Dambélé reçoit comme invité Madame Samaké Fatoumata H. Traoré, enseignante, chercheur à la faculté des sciences administratives et politiques, Boubacar Bokoum, analyste au centre d'études stratégiques, Dr Brima Eli Diko, sociologue et professeur à la faculté des lettres et des sciences humaines de Bamako, et Moussa Ag Acharatouman, secrétaire général du mouvement pour le salut de l'Azawad. Tous saluent les décisions courageuse prise par les chefs d'État et appelle les peuples de l'AES à se mobiliser pour un développement harmonieux de notre espace commun. Suivons un extrait du débat en question. C'est un nouveau départ déjà dans la création de la Confédération de l'AES, donc qui a été actée. Mais en même temps, nous savons très bien que dans ces conclusions, on avait également parler de la création d'une banque d'investissement et d'un fonds de stabilisation. Parmi les grandes décisions également, il y avait le fait de mettre en œuvre bientôt des projets structurants et intégrateurs, donc qui va concerner les 3 États. Et en même temps, on voit qu'il y a beaucoup de déclarations qui ont été faites. Ces déclarations-là marquent déjà une rupture avec le passé. Le passé avec la CEDEAO, où on évoque clairement ils ont pris un chemin de non-retour. Une monnaie AES est inéluctable, inévitable, s'impose à l'espace AES. Pour la simple raison que, de façon stratégique, pour se développer aujourd'hui, vous avez besoin d'un élément fondamental, c'est qui est la levée des fonds. Certainement, nous avons besoin de grandes ressources pour relancer l'économie. La machine économique a besoin d'investissements grande nature. Alors, je disais tantôt qu'il ne faut pas compter sur le FMI et la Banque mondiale. Alors, la France qui détient la création ou l'impression de notre monnaie à partir de la chamalière à Clermont-Ferrand ne peut pas faire ce que nous attendons d'eux, dès lors que le président même dans son discours, si j'ai bonne mémoire, à Sikasso, avait dit effectivement que des caisses d'argent de francs CFA circulaient. Maintenant, provenant de qui exactement, je n'en sais rien.
ce qui est certain aujourd'hui, si nous avons le contrôle de l'émission de notre monnaie, cela nous donnerait plus de liberté d'action dans la mobilisation des ressources. Maintenant, pour faciliter la levée des fonds, il faut qu'on ait notre monnaie. Pourquoi on doit s'adosser au CFA? Pour quelles raisons on doit continuer à traîner les pieds derrière la France pour qu'ils nous impriment des billets? On n'en a pas besoin. Il faut déjà saluer la mise en œuvre de la Confédération, parce que dans la Confédération, chaque État garde sa souveraineté. Ça, c'est déjà un élément important, et important au regard du contexte et des enjeux auxquels sont confrontés ces différents pays. En dehors de ça, il y aura finalement la mise en place des mécanismes qui permettront de répondre aux intérêts des populations, de l'espace commun, parce que le président Assimi l'a dit, c'est un espace commun, donc cette confédération. Vous avez d'abord des enjeux sécuritaires sur lesquels il faut impérativement travailler, parce que le développement n'est possible que lorsque une certaine sécurité va s'installer. Il y a des dimensions économiques que beaucoup m'ont abordées tout à l'heure, et c'est un espace qui a énormément de potentialité. Vous savez, ces trois pays réunis, c'est quand même plus de 6 millions de kilomètres carrés. Ces trois pays réunis, c'est à peu près 70 millions de personnes. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on doit tous aujourd'hui se mettre derrière notre président comme un seul homme pour l'aider vraiment à relever ces défis-là. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est regardant sur ce qui se passe aujourd'hui dans l'Alliance des États du Sahel. Parce qu'aujourd'hui, quand même, l'Algérie, c'est le plus grand pays en Afrique. Aujourd'hui, quand il met ces trois pays ensemble, je pense que c'est dans les 2 700 000 et quelques mille kilomètres carrés. Donc, c'est pratiquement le plus grand espace aujourd'hui sur les continents. Et l'autre chose aussi, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, on est au cœur de la géopolitique actuelle. Parce que, vous savez, souvent, on veut dissocier ce qui se passe au Sahel de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, ce qui se passe au Sahel, il faut le lire comme ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et ailleurs. Les grandes puissances qui se battent là-bas, c'est les mêmes grandes puissances aujourd'hui qui sont chez nous. Voilà, un débat à suivre absolument. Question d'actualité, une animation de Sidiki Dameli avec ses invités juste après les informations météorologiques. Sur un tout autre plan, l'ambassadeur de la République bolivarienne de Venezuela a organisé une réception à l'occasion du 5 juillet, déclarée fête nationale en République bolivarienne de Venezuela. Ibrahim Kaoukonate, Tayeb Adjawakoui. Le 5 juillet marque le 213e anniversaire de la signature de l'acte d'indépendance du territoire vénézuélien. Suite à un soulèvement de la population de Caracas, le gouverneur nommé par le roi d'Espagne, Bonaparte, avait été destitué. Elio González, ambassadeur, revient sur l'excellente coopération d'amitié entre le Mali et son pays. Notamment la participation de la délégation du Mali au Venezuela en tant qu'observateur aux élections et la visite du président Chavez au Mali. Avec la révolution bolivarienne, promouvant la vision du monde multicentrique et pluripolaire, nous avons établi des relations avec tous les pays africains. Nous avons une relation avec le Mali qui remonte à 1976. Nous avons signé 18 accords de coopération. Actuellement, 115 jeunes maliens étudiant au Venezuela. Je voudrais saisir l'opportunité pour adresser au nom du peuple, au nom du gouvernement du Mali et à mon nom propre, mes vives et chaleureuses félicitations au peuple et au gouvernement du Venezuela. Je me réjouis de constater avec bonheur l'amélioration croissante des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Au niveau politique, nos deux pays marquent une identité de vue sur les grandes questions internationales en faveur d'un monde multipolaire, plus juste et fondé sur le respect des principes énoncé par la Charte des Nations Unies. Pour rendre la fête encore plus belle, la prestation du groupe Bonzan du Mali met fin à la cérémonie. À présent, que faut-il retenir de l'actualité dans nos régions? Débutons par les œuvres sociales du président de la transition. Le conseiller spécial a procédé à la pose de la première pierre de l'école fondamentale de Neguetabali dans la commune rurale de Nyambia, cercle de Bafoulabé. En plus de l'eau, Agoubiou Dambélé et son équipe amènent le savoir dans la contrée, nous dit Kabadjara.
Après avoir donné de la joie et de l'espoir aux populations de Kamankolé, Samé Plantation, Marel Toro, Magagna et Tafasrega dans le cercle des Cailles en leur offrant des fourrages des œuvres sociales du président de la transition pour leur permettre de recueillir de l'eau sans fournir d'efforts, pour boire, se laver, cuisiner entre autres. Ce samedi 6 juillet 2024, le conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales et sa délégation ont mis les caps sur la commune rurale de Nyambia, plus précisément à Neguetabali, cercle de Bafoulavé, situé à 195 km des Cailles. Sur place, Agibou Dambélé a procédé à la pose de la première pierre de l'école fondamentale de Neguetabali. La dite école sera composée de 6 salles de classe, d'une direction, d'un magasin, d'un bloc de 3 latrines. Le maire n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Aujourd'hui est un grand jour. Je suis dans la joie totale. Au nom des chefs de village et de la population, je dis merci au chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Un tel geste ne s'est jamais produit dans ce village de ma naissance à ce jour. Il y a quelques mois, en effet, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux a interpellé toute la communauté éducative. Cette vidéo présentait les conditions surréalistes dans lesquelles les élèves de ce village reçoivent le cours. Elle a tout naturellement retenu l'attention de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État. À ce titre, il a instruit au coordinateur des œuvres sociales de prendre les dispositions urgentes en vue de la construction dans les meilleurs délais, les salles de classe conformes aux normes. Le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta, souhaite que tous les enfants au Mali puissent étudier dans de bonnes conditions. Cette nouvelle école réalisée dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition témoigne une fois de plus l'engagement du chef de l'État envers l'éducation, qui demeure une de ses priorités absolues. Rappelons que depuis 2021, de nombreux forages ont été inaugurés dans des établissements scolaires à travers le pays. Ainsi, plusieurs autres initiatives ont visé les établissements scolaires. En décembre 2023, nous avons distribué 800 cartons de craie fabriqués par l'Union malienne des jeunes aveugles l'UMAV aux académies d'enseignement de Bamako, de Koulikoro et Kati. Des équipements informatiques et des dictionnaires ont été remis à plusieurs établissements. En plus de la rénovation de nombreuses écoles et de la construction de nouvelles salles de classe. À chaque rentrée de classe, des milliers de fournitures scolaires sont distribuées aux élèves issus de familles vulnérables. Ces efforts visent à garantir une formation de qualité pour les jeunes Maliens afin qu'ils puissent continuer à porter et à maintenir la dynamique enclenchée dans le cadre du Mali Croix. Le PDG de la CMDT poursuit sa tournée de suivi de la campagne agricole 2024 dans les différentes filiales du géant du coton malien. Ce samedi, Dr Nango Dambélé était dans la filiale Centre à Fana où il a visité des champs et échangé avec les producteurs sur les préoccupations liées à la campagne en cours. Du retour de Fana, Soumaïla Berté, Sidi Modibo Dambélé. La campagne 2024-2025 au niveau de la filiale centre de la CMDT n'est pas meilleure que dans les autres filiales visitées. Ici également, le retard dans l'installation des pluies a plombé les activités agricoles. À Baladougou, dans la commune de Konobougou, et à Gouana, dans la commune de Fana, Bourama Tunkara et Abdou Traoré, ces deux producteurs pilotes, ont dû revoir leurs prévisions à la baisse à cause des incertitudes pluviométriques. La campagne a un peu mal démarré compte tenu du retard dans l'installation de la pluviométrie. Sur une prévision de 120 000 hectares, nous sommes aujourd'hui à 76 000 de sémés, ce qui représente 63% sur les 120 000. Au niveau du maïs, du mil et du sorgho, nous sommes aux environs de 20%. Mais l'espoir n'est pas du tout perdu. D'autant plus que la météo nous a annoncé que la campagne, en tout cas la pluviométrie, va continuer au-delà du mois d'octobre. De sorte qu'on demande aux producteurs de continuer la sémine
jusqu'au 15 juillet. Sinon, en termes de réception des moyens de production, le complexe coton, nous sommes supérieurs à 100%. Le complexe céréales et l'urée, c'est aux environs de 80%. Donc la campagne, on peut dire que la campagne augure une bonne perspective. Moi-même, j'avais des inquiétudes avant cette mission du PDG. Vraiment, sur le terrain, nous avons constaté que n'eût été les retards des pluies, les activités agricoles sont avancées et les producteurs de coton n'ont pas baissé les bras. Au contraire, ils sont décidés à se surpasser grâce à la décision du président de la transition d'augmenter le prix du coton et le maintien de la subvention des engrais. Plus de rendement à l'hectare dans la culture du coton, mais sans abandonner les cultures de céréales pour le patron de la CMDT. L'objectif de sa mission a été atteint, car ces 3 préoccupations ont été largement partagées avec les producteurs. La première, c'était de me faire une idée de l'allure de la campagne. Elle vient juste de commencer de s'installer, me rendre compte des difficultés, surtout la pluviométrie et l'état d'avancement des semis. La deuxième préoccupation, c'était le retard lié au paiement du coton. Ça fait beaucoup de bruit, vous avez écouté la radio sociaux, chacun y va de son chemin. Et certains certainement ne comprennent même pas les mécanismes qui sont mis en place pour payer le coton. Ils imputent ça à la situation de la CMDT qui n'a rien à voir avec ça. Et la troisième préoccupation qui est très importante, c'est l'état d'approvisionnement en intrants. Nous avons encouragé les paysans à faire aussi les céréales ainsi que le coton. C'est pourquoi dans l'approvisionnement, nous avons ce que nous appelons le complexe céréales. Il y a une proportion de superficie en céréales dont nous prenons les besoins en charge. Par rapport au rendement, je répète, j'ai toujours répété depuis que je suis dans le monde rural, les paysans ne peuvent pas se faire de l'argent sans l'augmentation du rendement. Lors de sa visite à Sekasso, le président a décoré des paysans. Mais c'est les meilleurs en termes de rendement. Il y en a qui ont fait 2 tonnes à l'hectare, la plupart ont dépassé 1 tonne 500, 1 tonne 600 à l'hectare. C'est de ça qu'il s'agit. Malgré les difficultés au démarrage, dans la zone CMDT, l'espoir d'une bonne campagne reste intact. Une sérénité qui repose sur les conseils des services météorologiques, doublée de la motivation des producteurs grâce à l'augmentation du prix du coton graine à 300 francs CFA le kilogramme et le maintien des subventions des engrais par l'État. Après Tombouctou, la mission du comité de suivi et évaluation des recommandations des ANR rencontre les forces vives de la région de Taoudéni afin de partager le contenu du rapport 2023. Un commentaire du Chefi Moulay Haïdara. Après avoir réussi la tenue des assises nationales sur la refondation le 22 et 23 décembre 2021, les autorités de la transition veulent juger l'évolution de la mise en œuvre des recommandations de dites assises. Aujourd'hui, le Mali a besoin de chacun de ses enfants et le Mali d'aujourd'hui ne compte laisser aucun de ses enfants au bord de la route. On a donc besoin de tout le monde, on a besoin de légitimité traditionnelle, on a besoin des cadres, on a besoin des imams, on a besoin des opérateurs économiques et Taoudéni en regorge. Taoudéni, les gens ne connaissent pas Taoudéni, mais Taoudéni c'est un centre culturel d'une importance extraordinaire dans ce pays. Après brillante présentation du rapport annuel 2023, de suivi et évaluation des recommandations des ANR, les participants ainsi que les autorités régionales sont satisfaits des résultats. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très satisfaits puisqu'il y a plus de 20% des réalisations, des recommandations. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Assimi Goïta, a pris toutes les dispositions pour réaliser les actions recommandées par l'ensemble des populations du niveau communal jusqu'au niveau national. Je saisis donc cette occasion pour remercier les plus hautes autorités du pays, en l'occurrence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, pour avoir organisé les ANR qui ont donné un nouvel élan, une nouvelle impulsion à la gouvernance et à la conduite des affaires dans notre pays. Je peux vous assurer que les autorités administratives ne ménageront aucun effort pour assurer une large diffusion de cet important rapport au sein de toutes les composantes de la région de Taoudéni. Cet exercice de redevabilité
de hautes autorités de la transition est perçu par les citoyens de la région comme les pessimistes de la bonne gouvernance tant sollicitée par le peuple. Reconnaissance et soutien aux autorités de la transition. En troisième région, la place publique de la colline du Mamelon a été prise d'assaut vendredi par les forces vives de la région. Un rassemblement qui fait suite à la visite le 22 juin dernier du colonel Assimi Goïta dans la région de Sikasso. Moussokoro Sérémé pour le compte-rendu. C'est une cérémonie à la double symbolique, initiée par les forces vives de la région du Sikasso, avec à leur tête la chef de l'exécutif. Sikasso veut d'abord exprimer sa reconnaissance et sa gratitude envers le président de la transition pour les actions du développement posées dans la région de Sikasso lors de sa visite le 22 juin dernier. L'inauguration des infrastructures routières et la pose de la première pierre de l'université de Sikasso, dont les cours ont déjà commencé. Et l'inauguration du stade est rénovée. Donc nous le remercions très sincèrement pour ces actes posés. Kanté Marie-Claude Dambili est aussi porteuse des messages de remerciements et de félicitations à la population de Sikasso pour la grande mobilisation dont elle a fait montre pour réserver un accueil chaleureux au colonel Assimi Goïta. La mobilisation faite par les Sikassois, voilà, c'est leur soutien à la transition. C'est pour manifester leur soutien aux femmes et manifester leur soutien au président de la transition. C'est un geste magnifique qui honore une fois de plus la population de Sikasso pour la mobilisation gigantesque lors de l'activité du 22 juin. SOFA, Amazon, chasseurs, bouffons, organisations féminines, artistes et réseaux de communicateurs traditionnels pour le développement ont à tour de rôle presté pour le Mali et pour le président. Encore de la joie dans les cœurs par rapport aux différentes prouesses des autorités de la transition. Nous allons à Ségou. Les populations ont célébré l'an 1 de la réouverture de la Comatex sur invitation des sages de la ville. Ce premier anniversaire a été marqué par des messages de félicitations au président de la transition et bénédictions pour la durabilité de l'usine. Amidou Diallo, Karamoro Traoré. L'an 1 de la réouverture de la Comatex, compagnie malienne des textiles, cela s'est fait tant l'entreprise joue un rôle important dans la vie des Ségouviens et dans l'économie du pays. Fort de ces constats, l'association Les Sailles de Ségou magnifie cette relance. Une volonté manifeste du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de répondre à une demande forte des populations de la 4e région. Le patriote Assimi Goïta a respecté sa parole d'officier en remettant en activité la Comatex. Ce sont des milliers d'emplois qui sont ainsi sauvés et l'économie de la région est relancée. Au cours de cette cérémonie, des témoignages ont été faits sur les bons résultats engagés par l'entreprise depuis sa relance. Cela malgré le contexte difficile du pays. L'exploitation est affectée par des coupures d'électricité, l'insuffisance des commandes, le manque de certaines pièces de rechange. Nonobstant, nous avons renforcé la gestion interne, amélioré la qualité de nos produits et nous avons optimisé les consommations internes. La Comatex, c'est plus qu'une usine de production textile. C'est une entité, un patrimoine pour le Mali. C'est le lieu pour moi d'inviter les cadres et ouvriers de la Comatex à ne ménager aucun effort pour donner à ces travaux de production toutes les chances de succès. La remise d'attestation de reconnaissance au directeur général de la Comatex et la visite de certains ateliers de production ont mis fin à la célébration de l'an 1 de la réouverture de la Comatex. On va maintenant ouvrir notre page magazine. Que direz-vous de cette autre virée dans la cité des Balanzons? Peut-être bien au grand plaisir des gourmands et futurs amateurs. Nous mettons nos projecteurs sur le takoula, un produit alimentaire à base de mil et de sucre, très prisé surtout au Mali, particulièrement les vendredis. Si le takoula est bon au goûter, sa préparation demande une certaine habileté. Ramata Konaté et Issaba, depuis notre station régionale de Sékou, nous expliquent tout ce soir.
Le takoula, un aliment pas comme les autres. Bon au goûter, avec une préparation pas trop compliquée, le takoula est fin prêt en quelques navettes. Entre les étapes, lévigation, mélange et malaxage, formation des boulettes, mise à la vapeur. Boire Fatoumata Djire est une vendeuse de takoula depuis 30 ans. Ne bap mabo, mom so babo. Ne wola kulu sorala, nyere ata uloko. Mbake ndi mbake, mburamsu, ambera jidi bake. Ami sayamu kai, ami farni kai. Naya mugu tene, ami suguru kala, ami kuwa kala, ami fununa kara mba chongo. Nanya chongo, amba bla, militi damadoni, abi funu, amba moni damne. Naya moni damne, amba do dala. Na mona, amba bo, amba kemana kono. Toutefois, certaines phases sont très déterminantes dans la réussite de la préparation de ce produit alimentaire. Ni ye ɲɔ mugu bɔ san I b'a mugu bɔ k'a da tile la n'i y'a da I bɛ to k'a lama o la a b'i ja quoi n'a ma ja san hali n'i ye sukaro ni farine k'ara a tɛ funu a ɲɛ tɛ ɲɛ kunungo an y'a si k'a mugu da tile la an bɛ to k'a lama a jara an b'a tɛnɛ lilo de la sisan n'a tɛnɛ lilo la ni fayiri wulila an bɛ sɔrɔ k'a cɔngɔ o la a tɛ kumu n'i y'a nɔɔni ka si a bɛ kumu an b'an tɛgɛ ko ka yɔrɔ saniyalen dɔ ɲini k'a da ye an tɛ sɔn ka fini yɛrɛ da duguma. Cette pâte consistante de petits milles, de riz ou de farine cuite au four sous forme de boulettes est généralement vendue les vendredis. Le takoula ravit la vedette devant les mosquées, dans les rues et autres lieux publics. Aina se anga tabawa ya sura bikeno kakoro lode kama ngere fana baki duma do fe na mo na no ba sanga ke sragati saya mana ke bali di ko ka ke sragati takula e fe na fama bay al ni sragati rete takula bitla mo bi takula adlaka susu anona ngala katu. Le takoula est très prisé par les enfants. Chaque vendredi, ceux-ci passent d'une rue à une autre dans certaines familles qui ont l'habitude de distribuer cette denrée. Anyele la kaye dop ma bo alamsa ni alamsa. O kila le bulu fe. O juma do ni kila bo ve. Dungaza kila ntave. Anyama yele kaye ando ambenga bo ba bo dungaza fe. Anyele kaye juma ni juma ba bo juma ni juma di. O ndena no ya fe upmi tonga bo sugu dawra bamanani dina munu mina o kelingeleni o kila bedo bulu. Autre spécificité, le takoula se vend très généralement dans une calebasse bien assise dans une tasse. Très ancré dans nos habitudes, le takoula a bien une histoire. Dans les mœurs de Ségou en tout cas, le takoula est rentré à la suite de l'islam. Le takoula, on le trouve spécialement à Ségou, dans un quartier. C'est pratiquement la spécialité du quartier, je crois. Et pratiquement tous les takoulas de Ségou proviennent de ce quartier-là. Sékoura, Sébou, c'est des quartiers qui ont été créés par les gens du fleuve. Et les gens du fleuve sont majoritairement musulmans. J'allais dire qu'ils sont tous musulmans, les gens du fleuve. Donc c'est ce qui fait que le takoula se retrouve dans ce quartier-là. Mais on le retrouve plutôt les jours du vendredi. Le flambeau est toujours maintenu dans cette localité pour la préparation du takoula à travers des vendeuses qui y sont très attachées. Un héritage qui brille bien pour elles. Ne konyo borala konyo bo fe munu ngera ne kwa sora takula warila wa mi fe munu ngande una fana ami do parola ka tien wa biduru wa bi ora ma do minena. Merci Ramata, ça nous a fait saliver en tout cas. Ramata, on attend également l'histoire du Dégué de Ségou. Je vous propose de suivre à présent un autre pan de notre riche patrimoine, cette fois-ci esthétique. Je vous amène à Tombouctou pour découvrir les tresses ou coiffures traditionnelles, particulièrement la coiffure Gofa qui est la plus convoitée. Elle occupe une place de choix dans le cœur des grandes dames de la ville car on la tresse généralement qui dans des occasions spéciales, mariage, baptême, circoncision ou lors
donc des grandes fêtes. Le gofa traditionnel est fait de 5 000 à 7 000 francs CFA, mais ce qui le rend unique, ce sont les matières qui le composent, qui peuvent coûter de 150 000 à 250 000 francs CFA. Nadine Babassissé et Maouloud Tandina apprécient bien la coiffure, donc il leur revient dans cette édition de nous en parler. Cité de savoir et de culture millénaire, Tombouctou abrite différentes communautés qui s'identifient par leur riche culture ancestrale, chacune en ce qui la concerne. Les tresses ou les coiffures font partie de ces identifiants, qui donnent aux femmes de ces communautés leur complément vestimentaire. Le gofa, par exemple, est une tresse expressive, très convoitée, qu'on retrouve chez les Sonrai, les tamasheks noirs et blanches, les femmes arabes et maures. La tresse donne une sorte de grade, de médaille. Quand tu vois la tresse, immédiatement, lors de la cérémonie, tu sais directement qui est la marraine. Généralement, c'est une tresse que les femmes portent à l'issue de la première semaine de mariage. Il y a une cérémonie de tresse et c'est au cours de cette cérémonie que les femmes portent le gofa. Donc il y en a deux. L'arabe gofa, qui est donc l'apanage des milieux morts et arabes, et Kouere gofa, qui est donc pour les citadins, mais en réalité, toutes les communautés portent ces deux types de gofa. Le gofa est constitué d'étoffes en laine, des rondelles en or ou en argent, qui constituent une sorte de sel cousu à l'aide d'aiguilles pour embellir la cliente. Cette dernière est généralement une nouvelle mariée, marraine d'un événement ou femme tout court, voulant paraître à une occasion spéciale. C'est une tresse qui est valorisée par les Tombouctiens de par sa qualité et sa beauté. Du coup, c'est une tresse que je mets souvent sur la tête pour fêter les différentes fêtes de Tombouctou, surtout les Maouloud et la grande fête de Tabaski. Akou Malé fait partie des rares tresseuses qui ont gardé la main dans cette coiffure traditionnelle qu'elle pratique depuis des décennies. Il y a deux sortes de gofa. Il y a les gofa des Soraï et celui des Arabes. Avec les gofa Soraï, on y met de la laine, du velours et des anneaux de couleur rouge. Quant au gofa arabe, on n'y met pas de la laine. On met une corde qu'on appelle shawita tout autour de la tresse. Le gofa pur, c'est celui-là qu'on fait à la main. On les tresse aux jeunes femmes mariées. C'est une obligation que les nouvelles mariées. Les bijoutiers restent des acteurs incontournables dans cette coiffure, car ce sont eux qui fabriquent les ornements de la tresse et maîtrisent bien les matières requises pour un bon gofa. Il est composé de 42 pièces, la gofa. Il est composé de ça qu'on appelle en soraï d'ophore. Il est composé de ça. Il y a 22 pièces de cet élément qu'on appelle tata dans l'aragofa. Il y a 6 éléments de ça qu'on appelle gulgul. Ça on appelle gulgul. Il y a 6 dedans pour un laragofa. Si la coiffure coûte 5 000 francs chez la tresseuse, celui des éléments et ornements métalliques tourne entre 150 et 250 000 francs CFA chez les bijoutiers. L'or étant aujourd'hui extrêmement cher, c'est pas tout le monde qui peut se procurer autant de poids pour faire les laragofa. C'est pour cela qu'aujourd'hui ça se fait plus en argent blanc et on le met dans les trempages d'or pour le dorer pour que ça puisse être à la couleur de l'or. Donc aujourd'hui la majorité de ce que vous voyez comparer avec les gens en couleur jaune, c'est de l'argent blanc doré. Voilà, donc ça se fait avec de l'argent blanc. En poids de l'argent blanc, ça se faisait avec maximum, c'est 250 grammes. Malheureusement, ces ornements soupirent aujourd'hui sous le poids de la contrefaçon. Et la mission culturelle en est témoin, mais impuissante face au rythme de la modernisation. Ils m'ont expliqué que les Chinois le vendent à 10 fois, 20 fois moins. Donc il y a une forte concurrence. Ils doivent même écrire une lettre qu'on a transférée à la Direction nationale du patrimoine. Mais c'est très très difficile de lutter contre ça. Donc les bijoutiers de Tombouctou sont confrontés à ce problème-là. Mais avec tout ça, il reste toujours très sollicité. Parce qu'il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui, n'arrivent pas à ne pas porter que ce qui n'est pas original.
c'est-à-dire avec ce qui n'est pas fait avec la main de façon authentique. Donc c'est des choses qui se produisent par les bûchers de Tombouctou, plus spécifiquement dans les Mali, mais qui arrivent à se vendre. Parce que c'est autant un bûcher ici à Tombouctou arrive à produire des gofa, autant il a les marchés pour les vendre. Quand bien même que le marché est inondé de la contrefaçon, Najouma Mint Hamoudi tient beaucoup aux ornements authentiques. Moi, j'ai toujours opté pour le gofa authentique et non le gofa importé. La mission culturelle de Tombouctou et ses partenaires déploient des efforts énormes pour la sauvegarde du patrimoine immatériel, parmi lesquels les tresses traditionnelles. Déjà en 1994, on avait fait un recensement, une collecte de tout ce qui peut avoir comme tresses traditionnelles à Tombouctou. On les a reproduits, on a fait une nuit de la femme tombouctienne ici avec l'accompagnement de la coopération canadienne au Mali, c'est donc au musée municipal, pour pouvoir, et on s'était rendu compte qu'il y a des types de tresses, de coiffures qui ont donc disparu. Donc on a essayé donc de revitaliser. Tombouctou est un trésor, voire une référence en matière de richesse culturelle. Cependant, avec la modernisation, ce précieux patrimoine survivra-t-il longtemps au choc d'avec les autres civilisations? Le degré d'engagement des responsables et autres acteurs est-il suffisant pour que ces précieux biens légués par nos aïeux ne se délitent? Je confirme, Najim Baba Sissé, ça va survivre parce que je vois qu'on va avoir beaucoup d'amoureux de la coiffure Gofa ce soir, comme Abdul Karim Kaba qui vient d'apprécier tout à l'heure. Tu me demandais tout de suite, non, d'en faire? Tout à fait, ce sera pour le journal de Maouloud, Inch'Allah. Pourquoi pas. Bonsoir Abdul Karim Kaba. Bonsoir Nia Litaouré, bonsoir tout le monde. Vous l'avez compris, il est là, il va parler de sport. Abdul Karim Kaba, en ce dimanche de pluie, est-ce que les rendez-vous sportifs ont été respectés ce dimanche? Tout à fait, il fait bon et puis les joueurs se sentent à l'aise. Jouer sous la pluie, et bien un peu partout à travers la ville, les compétitions se sont déroulées normalement. Alors, nous allons parler de football. C'est parti pour le tournoi interministériel des dames. Oui, initié par le ministère de l'économie et des finances, en collaboration avec le département en charge des sports, le match inaugural a mis aux prises les dames du département de la communication et celle de l'enseignement supérieur. Victoire, bien évidemment, des nôtres, des dames de la communication. Oui, par le minimum d'1-0, une partie en tout cas remportée par les dames de la communication. Et bien, notre reporter Awakam Soko nous signale également que ce démarrage était riche en couleurs avec la présence de beaucoup de ministres. Dans une rencontre où la victoire était obligatoire, le ministère chargé de la communication en blanc était face au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les matchs s'animent sous les regards admiratifs d'un grand public dont plusieurs invités d'honneur. À la 15e minute de jeu, l'équipe de la communication obtient un pénalty transformé par Wurukia Sanoukou. Ça sera l'unique but de la partie. Les femmes de la communication continuent l'aventure. Et nous sommes très heureux parce qu'il ne faut pas oublier que c'est dans le cadre de la journée panafricaine. Donc c'est important de pouvoir le souligner. C'est dans ce cadre-là que les différents départements ont voulu initier ce projet-là pour travailler ensemble et avec également un partenariat avec le ministère des Finances. Donc nous sommes très heureux d'être ici, d'accompagner cette initiative. Et voilà, c'est ce qui explique la mobilisation de tous ces ministres. La présence de plus de 10 ministres a rehaussé l'éclat de ce match d'ouverture. Tout est mis à disposition pour que ce tournoi puisse être une réussite. Et comme on l'a dit, le sport c'est la santé, c'est le bien-être. Le sport c'est le vivre ensemble, c'est la cohésion sociale. Mais le sport aussi c'est l'éducation. Et ce tournoi se déroule dans le cadre de la panafricaine des femmes qui doit se tenir le 31 juillet prochain. Cela a tout son sens parce que cette année, le Mali célèbre la panafricaine des femmes sous un thème lié à l'éducation, au rôle de la femme dans l'éducation. Et nous pensons que le sport contribue beaucoup à cela. Les matchs se poursuivent le mardi avec des rencontres. Le ministère de la Réconciliation joue contre le ministère de l'Artisanat à 16h et à 17h30. Le ministère chargé des sports va en découdre avec le ministère de la Refondation.
Auparavant, les équipes féminines ici des départements ministériels ont défilé sous des applaudissements nourris. Un coup d'envoi digne d'un sportif puisque le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, est président depuis plus de 10 ans du club des amis des sportifs du deux jeux de Kampala. Ouais, donc on comprend pourquoi l'engouement était là, Abdul Karim Kaba. Alors, la traditionnelle journée de sport de masse s'est tenue ce samedi également. L'objectif de ce sport de masse est de cultiver la citoyenneté pour vulgariser davantage les disciplines sportives de notre pays. La journée de sport de masse contribue à la préservation du tissu social, la paix et le vivre ensemble. Le point, c'est avec Salif Ouedrago. La montée des couleurs et l'intonation de l'hymne national sont désormais une identité de la masse citoyenne du mois. Cette 10e édition à l'allure olympique a d'abord consacré 35 minutes de marche aux participants pour brûler des calories. Devenue une tradition, cette pratique régulière contribue à la santé et au renforcement des liens sociaux. Les premiers samedis du mois, nous nous retrouvons désormais pour partager des moments ensemble, faire le sport ensemble. Et également communier, ça nous permet d'échanger un peu avec tout le monde. Et je pense que voilà, la satisfaction, elle est toujours là. La motivation est toujours là. Les gens de plus en plus sont nombreux à y participer. Après avoir livré une partie de football avec l'UNAFORM, de jaune vertu contre les anciens footballeurs de Tomikrobougou, le ministre Fomba prête une oreille attentive aux autres disciplines du jour, à savoir le handball et le tennis de table. Le scout de cette journée a été une partie de tennis du ministre avec un jeune joueur très doué. Vulgariser la discipline peu connue reste un défi du département en charge des sports, entre autres. Il y a beaucoup de défis, non seulement dans nos disciplines, nos défis dans la communauté, mais je crois que de plus en plus c'est visible, les gens sont en train de voir que les défis sont en train d'être relevés. Les difficultés ne finiront jamais, ça fait partie de la vie. Je pense que plus nous allons recevoir d'obstacles, plus je pense que ça va raffermir les positions, parce qu'en nous donnant la main, nous allons trouver les moyens de surpasser tout ce qui arrive comme difficulté sur le terrain et de plus en plus. Et je pense que ça, c'est ce que nous souhaitons. La visite du siège des anciens footballeurs du Tomikrobougou et des échanges ont mis fin à la 10e édition de la marche citoyenne. Voilà, et on va continuer, on va quitter le Mali. Sur le plan international, la Coupe d'Europe de football et le Copa América sont au stade des demi-finales. Abdul Karim Kaba. D'abord, Copa América, les demi-finalistes sont connus. Mercredi, il y aura Argentine-Canada, Uruguay, Colombie. Jeudi, en quart de finale, l'Argentine a écarté l'Équateur après un but partout au tir au but 4-2. La Colombie gagne devant Panama par 5-0. Venezuela l'emporte. Le Venezuela a été battu donc par le Canada après le score de parité 1 but partout 4-3. Et hier, le Brésil a été écarté par l'Uruguay 4-2 au tir au but. L'Euro, les demi-finalistes sont connus. Ces demi-finalistes, il s'agit bien d'Espagne, France mardi et mercredi, Pays-Bas. Je raconte l'Angleterre. En quart de finale, l'Espagne s'est imposée 4-2-1 face à l'Allemagne. La France a gagné 5-4 face au Portugal et à la séance des tirs au but. L'Angleterre a battu la Suisse à la séance des tirs au but également 5-3. Et le dernier quart de finale a été gagné par les Pays-Bas face à la Turquie. Score final 2-1. C'est tout? C'est ce qu'il fallait tenir ce soir. Merci beaucoup, Abdul Karim Kaba. On vous retrouve d'ailleurs dans le 13h de demain. Inch'Allah. Et Mariam Koné fera le 20h. Bon début de semaine à tous. Nos émissions matinales commencent à partir de 6h sur la chaîne 2 avec Bamako Matin. La radio nationale vous propose au Chant du Coq entre 6h et 7h, à la télé à partir de 8h, à Obédi sur ORTM 1, Cocorico sur ORTM 2. Voilà, c'est tout pour ce journal. À très bientôt. D'ici là, soyez créatifs, ça ne ferait pas de mal. Bonsoir et merci à tous nos téléspectateurs, particulièrement ceux de Arawana. Abdul Karim Kaba, merci. Merci.